Imaginez pouvoir prendre n'importe quel texte, le lire et mémoriser la quasi-totalité de son contenu. Ce genre de capacité semble tout droit tiré d'une série de science-fiction. Pourtant, il existe bien des gens dans le vrai monde capables de retenir des quantités incroyables d'informations en des temps records. Comme cet homme qui a mémorisé 2665 chiffres en seulement 1 heure. Pour ma part, ma mémoire semble parfaitement chaotique. C'est comme si mon cerveau préférait le savoir inutile à l'apprentissage efficace. Une année galactique dure environ 220 millions d'années terrestres, mais je suis incapable de vous citer plus de 3 principes sur 30 issus de ce livre. La question que je me suis donc posée est, est-ce possible de changer cela ? Est-ce possible de développer une mémoire efficace pour apprendre rapidement et durablement les informations que l'on souhaite ? Au cours de mes recherches à travers la psychologie et les neurosciences, j'ai découvert différentes techniques, parfois assez étranges, qui pourraient drastiquement améliorer notre capacité de mémorisation, mais aussi notre vitesse d'apprentissage. Ces techniques sont applicables dans le cadre des études, par exemple pour réviser pour un examen, mais aussi pour le travail ou le développement personnel de manière générale. Voici comment perfectionner notre mémoire. Nous sommes constamment bombardés de stimulation sensorielle. Vous entendez le son de ma voix, vous sentez peut-être la chaleur de la pièce autour de vous, vous captez les bruits environnants, etc. Tous ces stimuli sont convertis en signaux électriques et chimiques dans notre corps et notre cerveau. Et ces signaux correspondent à la manière dont les informations sont communiquées à travers notre corps. Fort heureusement pour nous, nous ne percevons qu'une partie de ces stimuli. Autrement, le monde serait beaucoup trop bruyant et difficile à gérer. Lorsque nous expérimentons quelque chose de nouveau, notre cerveau réagit en activant une certaine séquence neuronale parmi nos 86 milliards de neurones. Et la mémoire correspond à la capacité à réactiver cette séquence spécifique de neurones. Si je vous dis par exemple de vous rappeler votre prénom, des séquences spécifiques de neurones vont s'activer et soudainement, vous vous rappelez votre prénom. Sympa. Au cours de mes recherches, j'ai découvert que notre capacité innée à mémoriser varie grandement entre les individus. Certaines personnes ont une terrible mémoire, d'autres une mémoire photographique. Ces personnes sont capables je ne sais comment de voir une page pendant quelques secondes et de se remémorer la quasi-totalité des informations. Pour la plupart d'entre nous, notre mémoire peut sembler assez chaotique. Nous pouvons nous rappeler les expériences hors du commun. Mais la formule du dernier cours de statistique, pas tellement. Cependant, avec les bons outils, il est possible de changer cela. Lorsque je devais mémoriser un cours ou un texte pour une présentation orale, ma stratégie première consistait à la lecture en boucle des informations. C'est la technique que la plupart des gens, dont vous faites sûrement partie, utilisent. Et c'est en soi une stratégie qui fonctionne. C'est ce que le psychologue allemand Hermann Ebbinghaus a expliqué sous la forme d'une courbe d'apprentissage. Au fur et à mesure des répétitions, la mémorisation s'améliore. Au début rapidement, puis de plus en plus lentement. À chaque fois que nous refaisons appel à l'information, la séquence spécifique de neurones se réactive et se renforce, ce qui facilite les prochaines réactivations. Mais honnêtement, c'est loin d'être optimal. Relire 50 fois le même livre dans le but d'intégrer ces concepts est extrêmement chronophage, et pas très palpitant. Et c'est là qu'un deuxième facteur très important rentre en jeu. Lorsque nous imaginons des souvenirs qui se sont gravés instantanément dans notre mémoire, nous pouvons penser aux événements émotionnellement très chargés de notre vie. Cela peut être des expériences très négatives ou des expériences très positives. Dans ces cas, les séquences neuronales se sont activées fortement, avec une telle intensité que les souvenirs se sont ancrés dans la mémoire. L'intensité a permis une réduction, voire une suppression du besoin de répétition pour retenir l'information. Les techniques que je vais maintenant vous partager ont justement pour but de limiter le nombre de répétitions nécessaires pour mémoriser ce que vous souhaitez. De cette manière, vous pourrez être beaucoup plus efficace dans votre apprentissage. En 1975, une étrange étude scientifique a été réalisée. 18 personnes ont été divisées en 2 groupes, chacun devant apprendre une liste de 36 mots. Cependant, un groupe apprenait la liste à l'extérieur, tandis que l'autre groupe mémorisait sous l'eau, en tenue de plongée. Résultat, les listes apprises sous l'eau sont mieux rappelées sous l'eau, même chose pour celles apprises à l'extérieur. Le fait de se trouver dans le même environnement a presque doublé les performances de mémorisation des sujets. Lorsque nous retenons les informations, nous les plaçons dans un contexte. Et si quelques temps plus tard nous nous retrouvons à nouveau dans le même contexte, nous sommes beaucoup plus susceptibles de nous rappeler les informations apprises. L'idée est de se servir du contexte justement comme d'un indice pour la mémorisation. C'est l'une des raisons pour laquelle écouter de la musique en révisant est un peu une fausse bonne idée. Car bien évidemment, allumer votre enceinte pendant votre examen serait sûrement assez mal vu. Cela dit, ça dépend du style de musique. Plus sérieusement, je vous invite à avoir une sorte de rituel, un peu comme les sportifs avant une compétition. Et vous pouvez aller assez loin avec cette technique. Vous pouvez utiliser le même stylo, la même organisation sur le bureau, ou même porter les mêmes vêtements par exemple. Également, il est tout à fait possible d'apporter du contexte mentalement. Typiquement, je perds mes clés, donc je refais le chemin mentalement, et soudain, oh, ok je sais. Et je les retrouve à chaque fois avec cette technique. Alors la prochaine fois que vous tenterez de vous rappeler une information, essayez de ramener physiquement ou mentalement des éléments de contexte. Cela pourra grandement vous aider à faire réémerger l'information. Dans des temps reculés du Moyen-Âge, certaines communautés avaient pour habitude de jeter les jeunes enfants dans les rivières dans le but qu'ils se rappellent des événements historiques importants.
Il pensait que le fait de jeter un enfant à l'eau après avoir assisté à des événements historiques lui laisserait un souvenir à vie des événements qu'il a vécus. Et au-delà de l'aspect quelque peu barbare de cette pratique, d'un point de vue scientifique, il tenait quelque chose. Un état émotionnel fort serait lié à une plus grande intensité de connexion neuronale, et donc une meilleure mémorisation. Mais ce serait plus précisément un haut niveau d'adrénaline, d'épinéphrine et de cortisol qui permettrait d'ancrer plus rapidement une information dans la mémoire. Ce ne serait pas l'émotion, mais l'état neurochimique qui en découle qui accélérerait et renforcerait le processus de mémorisation. Aujourd'hui c'est la fête, je vous ai trouvé plein de références scientifiques et pour les plus intéressés, tout est dans la description. Dans une étude publiée en 2003, les chercheurs ont fait réaliser un test de mémoire à 2 groupes. Le premier groupe devait mémoriser 21 diapos et immerger immédiatement leurs bras dans une eau entre 37 et 40 degrés, donc une eau plutôt chaude. Le deuxième groupe devait mémoriser les mêmes 21 diapos, mais immerger leurs bras dans une eau à 0 degré. Dans un test réalisé une semaine après, les personnes des 2 groupes devaient restituer le maximum de diapos. Et celles ayant immergé leurs bras dans l'eau froide ont eu des résultats significativement meilleurs. En fait, ils se remémoraient plus de diapos, mais aussi plus de détails. En s'exposant à l'eau froide, les participants ont induit une augmentation de cortisol, d'épinéphrine et d'adrénaline dans leur corps. Et c'est cette augmentation qui aurait amélioré leur capacité de mémorisation. Techniquement, cela aurait renforcé l'intensité des connexions neuronales en jeu. Ok, c'est bien joli tout ça, mais ça me semble un peu compliqué d'immerger mon bras dans l'eau froide à chaque fois que je révise un cours. Je vous l'accorde, ce serait sûrement un peu contraignant. Cependant, il existe d'autres moyens pour atteindre les mêmes résultats. Vous pourriez par exemple prendre une douche froide afin de créer une situation similaire, ou bien boire une tasse de café. La caféine est surtout connue pour ses effets stimulants, mais elle provoque également une augmentation de la transmission de l'adrénaline dans le corps, et pourrait donc favoriser la mémorisation. De la même manière, réaliser une séance de sport peut provoquer des réactions similaires. Le point que je trouve le plus étrange, c'est le moment où le pic d'adrénaline est idéal. Car d'après la recherche, dans une optique de mémorisation, il serait plus optimal d'induire ce pic juste après une session de travail. Bien évidemment, je vous invite à tester par vous-même afin de vous faire votre propre avis, et à adapter cette technique avec votre emploi du temps et vos activités. C'est un outil extrêmement efficace, mais à utiliser avec précaution. Vous vous souvenez du psychologue allemand Hermann Ebbinghaus ? Eh bien, après sa courbe de l'apprentissage, il nous a pondu une seconde courbe, la courbe de l'oubli. Et bien que le nom ne donne pas vraiment envie, je vous assure que cette courbe va beaucoup nous arranger. Grâce à elle, fini les répétitions en boucle et les sessions d'apprentissage à dormir debout. Reprenons l'exemple de ce livre, How to Win Friends and Influence People. Très bon livre d'ailleurs. Et imaginons que je souhaite apprendre les 30 principes issus de celui-ci. Après ma lecture, je note les principes sur une feuille. Et 10 minutes après, le souvenir est récent, je n'ai donc aucun mal à m'en rappeler. Mais quelques jours plus tard, plus rien. Et me voilà de retour au point de départ. Je réactive donc mon souvenir grâce à mes notes. Ce que montrent les expériences d'Ebbinghaus, c'est que ce rappel a renforcé les connexions neuronales associées à ces informations. Et surtout que leur érosion est maintenant réduite. Et ce schéma va continuer en suivant la même logique. Idéalement, nous devrions donc espacer nos périodes d'apprentissage et de rappel. En psychologie, c'est l'apprentissage distribué. Et cette méthode serait nettement plus efficace que l'apprentissage massé. Apprendre en boucle en accumulant les heures sans pause. Ce n'est pas un fonctionnement qui est très habituel chez moi, mais je dois bien admettre que l'apprentissage distribué est non seulement plus efficace, mais également plus plaisant. Je n'ai pas besoin d'écouter en boucle la même vidéo pour retenir les informations, ce qui est d'origine assez ennuyeux. En pratique, plutôt que de lire un livre sur une journée, vous pourriez par exemple diviser en sessions de 1 heure sur 1 à 2 semaines. Chaque nouvelle session pourra agir comme un rappel contextuel, renforcera votre mémoire et rendra globalement votre expérience moins accablante. Si je ne devais tirer qu'une seule technique de mes recherches pour améliorer la mémoire, ce serait celle-ci. Pendant des années, lorsque je révisais mes cours ou que j'essayais d'apprendre un concept à travers un livre par exemple, je couplais cet apprentissage avec d'autres activités. Écouter de la musique, regarder une vidéo ou encore répondre à des messages. Malheureusement, aussi décevant que cela puisse paraître, notre cerveau est très mauvais pour traiter plusieurs informations en même temps. Selon les recherches en psychologie cognitive, nous pourrions traiter entre 4 et 7 informations simultanément. Et ne pas prendre ceci en compte peut facilement ruiner tous nos efforts de mémorisation. Par exemple, si je lis un article sur le cingle plongeur, un petit oiseau des montagnes absolument adorable, et que je souhaite mémoriser son contenu, traiter l'ensemble des informations simultanément peut me mener à surcharger ma mémoire de travail. La mémoire de travail stocke les informations dont nous avons besoin à un instant précis, et dont on doit se débarrasser par la suite. Typiquement un code d'activation ou le numéro de salle dans lequel on doit se rendre. Or, avec ces 4 à 7 informations maximum, on peut vite oublier pas mal d'éléments de l'article. Afin de maximiser notre efficacité, les études suggèrent 2 points principaux. Premièrement, éliminer un maximum de distractions. Par exemple, vous pouvez planifier des périodes de deep work ou travail en profondeur, dont le but est de focaliser un maximum de son attention sur une tâche en question. Vous pouvez mettre votre téléphone en mode avion, vous isoler du bruit si possible, etc. L'idée est de trouver un espace tranquille. Deuxièmement, vous pouvez utiliser la technique du chunking.
Le but est de diviser la tâche en plus petites unités, plus faciles à traiter pour le cerveau. C'est quelque chose que je fais très souvent, par exemple quand je prends des notes. Je saute des lignes presque toutes les 2 phrases, ça n'est pas très beau, mais ça m'aide grandement à mémoriser les informations. Je traite quelques infos, puis je passe à la suivante, et ainsi de suite. Et si vous avez une grande quantité d'informations à apprendre, typiquement un livre entier à étudier, il est tout à fait possible de faire une phase de survol du sujet, afin d'avoir une vision globale du livre, puis d'avancer section par section. La dernière technique, mais pas des moindres, se base sur le phénomène psychologique de l'effet de l'enseignant. Le fait d'enseigner ou de se préparer à enseigner des informations à d'autres personnes aide l'enseignant lui-même à mémoriser. C'est un effet qui est très documenté dans la recherche scientifique et dont l'efficacité n'est plus à démontrer. Cela dit, je n'aime pas trop le terme enseigner. Je trouve ça un peu trop grandiloquent. Je préfère le terme partager. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai regardé une vidéo sur les points techniques à avoir au développé couché. Une vidéo avec Nassim Saïli et Baptiste Marchais, avec des conseils comme tirer la barre avec le dos, pousser avec les jambes à l'horizontale et non à la verticale, bref. J'ai trouvé les informations super intéressantes et j'en ai donc parlé avec mon père et mon frère les jours qui ont suivi. Et de ce fait, ce sont des points dont je vais me souvenir pendant très longtemps. Simplement car je les ai partagés avec d'autres personnes. Typiquement, c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement dans des sessions de travail de groupe. Tout le monde bénéficie de cet effet, aussi bien celui qui présente que ceux qui écoutent, car chacun peut apprendre des expériences et perspectives des autres. D'une manière similaire, vous pouvez tout à fait partager ce que vous apprenez sur Internet. En vous racontant tout ça à travers un écran, les connexions neuronales, les enfants au Moyen-Âge dans la rivière, cela me permet moi-même de mieux mémoriser les informations. C'est un processus purement gagnant-gagnant, car en partageant vos apprentissages, vous bénéficiez non seulement de l'effet de l'enseignant, mais vous apportez également de la valeur au monde autour de vous et sur Internet. Et je ne pense pas que vous ayez besoin d'être un expert pour faire cela. Autrement, je ne serais pas en train de faire cette vidéo. À la place, vous pourriez simplement vous présenter comme quelqu'un qui vient d'apprendre quelque chose et qui souhaite partager cela avec d'autres personnes se trouvant sur un chemin similaire. Voici donc les 5 techniques basées sur la science pour améliorer significativement votre mémoire et votre vitesse d'apprentissage. 1. Se replacer physiquement ou mentalement dans le contexte d'apprentissage pour donner des indices à la mémoire. 2. Faire monter les molécules adrénaline, épinéphrine et cortisol juste après une session d'apprentissage. Cela peut se faire par exposition au froid, en réalisant une séance de sport ou encore en buvant un café. 3. Favoriser l'apprentissage distribué plutôt que l'apprentissage massé, en répartissant les sessions sur un grand horizon de temps. 4. Limiter le nombre d'informations que le cerveau devra traiter simultanément, en éliminant les distractions et en découpant le projet global. 5. Partager ce que nous apprenons en travaillant en groupe ou simplement avec les personnes autour de nous, ou bien sur internet via un blog ou une chaîne YouTube par exemple. Voici qui conclut cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a aidé. En tout cas, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos astuces, de cette manière chacun pourra en bénéficier et vous les retiendrez plus facilement. Si vous aimez cette approche scientifique, vous allez adorer cette vidéo où je vous partage 4 astuces basées sur la science des rythmes circadiens pour améliorer drastiquement votre sommeil. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine.